Voyons maintenant comment rendre les réserves cellulaires rapidement utilisables, comment le sucre fabriqué lors de la photosynthèse ou lors de la consommation d'un végétal peut être utilisé par la cellule sous forme d'ATP, qui est la monnaie d'échange énergétique. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. D'abord, quelques rappels de chimie. Les réactions ne sont pas toutes spontanées et dépendent de l'état initial et d'état final du produit. Lorsque l'état initial est à un niveau d'énergie plus élevé que l'état final, dans ce cas-là, la réaction est spontanée et libère de l'énergie vers le milieu, on dit qu'elle est exergonique. A l'inverse, lorsque l'état final est plus haut en énergie que l'état initial, la réaction n'est pas spontanée, mais nécessite un apport d'énergie qui vient du milieu, la réaction est endergonique. Les systèmes biologiques sont des systèmes ouverts qui font des échanges avec leur milieu, et donc les réactions exergoniques sont possibles à condition de rejeter de l'énergie vers le milieu, et les endergoniques à condition de recevoir de l'énergie du milieu. Du coup, ces deux types de réactions vont pouvoir interagir l'une avec l'autre et rendre les secondes possibles. Lorsqu'une réaction libère de l'énergie, grâce à un système de couplage, on va pouvoir réaliser des réactions qui consomment de l'énergie. La propulsion du petit bonhomme n'est possible que si on lâche le rouleau de granit sur le trépied. Ce trépied symbolise dans le système biologique une enzyme capable de coupler deux réactions, une exergonique, une endergonique. Du coup, lors d'une transformation chimique en solution, un système fermé évolue vers un état d'équilibre chimique. Cet état d'équilibre dépend de l'état initial et de la constante d'équilibre K, en fonction de la température, caractéristique de la réaction. Une réaction est favorisée quand la valeur de la constante d'équilibre est élevée, c'est-à-dire quand l'enthalpie libre standard de réaction, ΔR G0, est négative. Mais on voit bien que c'est fonction de la température. Or, les ΔR G0 standards sont calculés à 25 degrés, ce qui ne correspond à rien pour un système biologique où on travaille à pH 7 et à 37 degrés. Du coup, on définit un nouveau ΔR G0 qu'on appelle prime, qui est calculé à ces valeurs-là et qui permet de savoir si une réaction est exergonique ou endergonique dans le milieu biologique humain, et donc si elle est spontanée ou non. La molécule d'ATP est constituée de trois éléments, l'adénine et le ribose qui forment l'adénosine, exactement comme dans l'ARN. Ensuite, se sont joints plusieurs groupements phosphates qui forment l'adénosine monophosphate, l'adénosine diphosphate et enfin l'adénosine triphosphate. Le passage de l'adénosine diphosphate à l'adénosine triphosphate, le rajout donc d'un phosphate supplémentaire qui permet en fait dans cette liaison-là de rapprocher deux phosphates qui sont de charge négative et donc qui s'opposent. L'énergie nécessaire à maintenir ces charges identiques dont les forces de répulsion sont fortes est donc une liaison à haut potentiel d'énergie. Si on voit ici dans la petite BD, des petits insectes essayent de pousser des différents groupements phosphates l'un contre l'autre, or les charges négatives identiques se repoussent, et il est bien dit que lorsque les charges sont opposées, elles s'attirent, mais lorsqu'elles sont similaires, elles se repoussent, et que du coup, elles ne veulent pas aller ensemble. Mais lorsqu'on pousse assez fort et qu'on forme une liaison, du coup, toute l'énergie utilisée pour pousser ces éléments ensemble est maintenant enfermée dans la molécule chimique qui a été fabriquée, et cette énergie, qu'on appelle potentiel énergétique, va pouvoir être libérée pour faire un travail lorsqu'on va recasser cette liaison. Voici le principe de deux réactions, une qui libère de l'énergie, qui est exergonique, et une qui consomme de l'énergie. Si un réactif combustible, comme du sucre, est riche en énergie, et qu'il se transforme en un produit moins énergétique, l'énergie va pouvoir être transférée sous forme d'une liaison entre les deux phosphates de l'ADP et un nouveau phosphate qui se trouve dans le cytoplasme, qui va à la fin se retrouver lié par une liaison riche en énergie. Lorsque le réactif 2, qui est faible en énergie, veut donner un produit plus riche en énergie, il va alors briser la liaison entre le dernier phosphate et les deux premiers, libérant ainsi à peu près 30 kJ par mol qui vont être utilisés pour fabriquer le produit 2. Mais à quoi qu'il arrive, il y a toujours une perte d'énergie si cette réaction-là, qui libère 30 kJ, permet de faire une réaction ici qui va consommer un petit peu moins de 30 kJ. Et pour fabriquer cet ATP
de 30 kJ, il aura fallu une réaction ici qui libérait plus de 30 kJ. Il y a toujours une petite perte d'énergie. Du coup, une voie métabolique, c'est bien une suite de transformations chimiques catalysées par des enzymes. Dans la cellule, la réaction d'hydrolyse de l'ATP en ADP est caractérisée par une enthalpie libre de réaction ΔRG0' de moins 30 kJ par mol. Certaines transformations chimiques sont favorisées par le couplage de réactions exergoniques de ΔG0' négatif avec des réactions endergoniques ΔRG0' positif. Le couple ADP-ATP est donc une navette qui permet les échanges d'énergie entre les enzymes qui catalysent des réactions exergoniques avec celles qui réalisent des réactions endergoniques. On parle de monnaie d'échange énergétique emmagasinée dans la liaison à haut potentiel d'hydrolyse de l'ATP. Les réactions exergoniques utilisables pour la synthèse de l'ATP. Les réactions exergoniques qui libèrent de l'énergie ne sont pas si nombreuses que ça dans l'organisme. Il faut d'abord avoir un combustible. Or, le combustible le plus utilisable, ça va être le sucre. Pour pouvoir repérer où est synthétisé l'ATP, on va utiliser la propriété de la femelle ver luisant, qui est un insecte coléoptère qui a la capacité d'émettre une lumière verdâtre par un phénomène de bioluminescence, grâce à une enzyme, la luciférase, qui catalyse la réaction de bioluminescence en présence de dioxygène et d'ATP. Ça oxyde la luciférine en oxyluciférine instable, et le retour de l'oxyluciférine à son état stable libère de l'énergie, dont 95% est sous forme lumineuse. Ce qui fait que ce système, dès qu'il est en présence d'ATP et d'O2, émet de la lumière. Du coup, c'est un moyen très rapide et très fiable de détecter la présence d'ATP. Si on ajoute luciférine et luciférase, pour peu qu'il y ait de l'oxygène, s'il y a présence d'ATP qui va être le seul facteur limitant, on obtiendra de la lumière. Et on peut détecter de l'ATP à des doses d'à peu près 0,6 picogrammes, ce qui est ridicule, et donc extrêmement fiable. Voici les enregistrements des échanges métaboliques de cellules animales qu'on a découvert bioluminescentes, par exemple dans une solution d'eau à la suite d'une station d'épuration. On voit que sans les cellules animales, la consommation d'oxygène, le taux d'oxygène reste stable, mais avec les animaux, les cellules animales, le taux d'oxygène décroît. Pour le CO2, le témoin reste stable, alors que la présence de cellules animales fait augmenter le taux de CO2. On a donc un bilan qui va être inverse de la photosynthèse, un rejet de CO2 et une consommation de dioxygène. Si on sépare les différents constituants des cellules, on les mixe, puis on les centrifuge une fois pour extraire les noyaux, une seconde fois on fait centrifuger le surnageant et on obtient des mitochondries dans le fond, on centrifuge le surnageant et on obtient des membranes dans le fond, et encore une fois pour des ribosomes et le cytosol. On ajoute à ces différents tubes de la luciférine et de la luciférase, ce qui fait qu'on va obtenir de la bioluminescence un petit peu partout, mais celle-ci s'estompe dès que les quantités d'ATP est épuisée. Donc il y a de l'ATP dans tous les constituants, dans toutes les parties de la cellule, mais il n'est renouvelé principalement qu'au niveau des mitochondries, où on a une grande luminescence qui se maintient, et un petit peu au niveau de la partie liquide du cytoplasme, le cytosol. Il y a donc deux endroits où il y a une production d'ATP dans la cellule, dans le cytosol pour une faible partie, et dans les mitochondries pour une grande partie. Si on regarde la consommation au niveau du cytoplasme, on se rend compte que le taux d'oxygène ne varie pas, alors que le taux de CO2 augmente et que le taux de glucose décroît, et que parfois le taux d'éthanol augmente. Du coup, la consommation d'oxygène qu'on a mesurée au départ n'est pas réalisée au niveau du cytoplasme. Par contre, si on regarde à l'intérieur de la mitochondrie, on se rend compte que l'ajout de sucre ne fait absolument rien sur la consommation d'oxygène de la mitochondrie. En temps T1, on injecte du glucose, mais lorsqu'on injecte en temps T2 du pyruvate, dans ce cas-là, le taux d'oxygène décroît assez rapidement à la suite de cette injection. Ça veut dire que la mitochondrie n'est pas capable de consommer directement du glucose, mais un dérivé du glucose, le pyruvate, qui est un glucose coupé
en deux fragments par une suite de réactions. La coupure d'un glucose, c'est la lyse d'un glucose, autrement dit la glycolyse, qui elle va se faire dans le cytoplasme. On retrouve nos deux compartiments, un compartiment qui coupe le sucre, qui réalise la glycolyse dans le cytoplasme des cellules. Elle permet de former deux molécules de pyruvate à partir d'une molécule de glucose, mais aussi de former un petit peu d'ATP, ce qui explique la bioluminescence observée dans le cytosol. Le pyruvate entre alors dans la mitochondrie, où il produira et entraînera une synthèse importante d'ATP. Du coup, on va s'intéresser dans un premier temps à la glycolyse cytoplasmique. La glycolyse, c'est toute cette cascade de réactions catalysées à chaque fois par des enzymes différentes qui permettent de partir d'un glucose qui est un sucre à 6 carbones à un pyruvate qui ne contient plus que 3 carbones. Du coup, certaines de ces réactions consomment de l'énergie, de l'ATP. Un sucre donne un autre sucre phosphate, et il a pris le groupement phosphate de l'ATP. Et ici, un diphosphate où il y a 2 ATP, donc on consomme toujours de l'ATP. C'est donc des réactions qui sont endergoniques. Mais par contre, une fois que la molécule qui a 6 carbones est clivée en 2 molécules à 3 carbones, celle-ci va libérer plusieurs éléments. Des coenzymes qui vont être réduits, une libération de 2 ATP puisqu'il y a 2 molécules, et encore une fois, une libération de 2 ATP puisqu'il y a 2 molécules. Le bilan global, c'est donc bien -1, plus 2, ça fait 0, et les deux derniers forment le bilan net de la production d'ATP et de la glycolyse, c'est-à-dire uniquement 2 ATP. Le glucose, c'est un carbone qui est réduit, sous forme réduite. Le pyruvate c'est un acide carboxylique, donc qui présente un groupement carboxylique. Or, ce groupement carboxylique, COOH, il est beaucoup plus oxydé que l'état alcool du sucre. Donc, la glycolyse correspond à un début d'oxydation du glucose, c'est-à-dire à une perte d'électrons. Ces électrons sont piégés par le NAD+, qui est un oxydant, qui va devenir le NADH, qui lui est un réducteur intéressant, qui sera utilisé plus tard. La glycolyse s'effectue donc dans le cytoplasme des cellules. Elle permet de former 2 molécules de pyruvate à partir d'une molécule de glucose, mais aussi de former de l'ATP et de réduire des coenzymes NAD+, en NADH, et pas l'inverse. Il y a une erreur ici, on réduit bien le NAD+, en NADH. Au niveau de la respiration mitochondriale, la respiration puisque c'est le lieu où on a une consommation de dioxygène. Voici mon pyruvate qui a donc un groupement COH. On voit ici que ce COH est tout près de l'état d'oxydation maximum du carbone qui est le dioxyde de carbone, mais qui a aussi ici un groupement CHOH de type alcool et un groupement CH3 ici de type chaîne hydrocarbonée qui est l'état le plus réduit possible du carbone. Donc encore beaucoup d'électrons à donner lorsqu'on obtient du pyruvate. Ce pyruvate va alors entrer dans un cycle où il va s'associer, d'abord perdre ce COOH transformé en CO2, et donc l'électron libéré va être pris en charge par un NADH. Une fois qu'on n'a plus que 2 carbones, cet élément à 2 carbones va être associé à un élément à 4 carbones et former un cycle avec des éléments à 6 carbones, puis 5, puis 4, et puis ils en reprennent 2, puis 6, puis 5, puis 4, etc., etc. Ce cycle continu libère régulièrement des carbones, ici, sous forme de CO2, c'est-à-dire des carbones extrêmement oxydés. Du coup, à chaque fois qu'il y a libération de carbone très oxydé, il y a aussi eu libération d'électrons. Ces électrons sont pris en charge par des coenzymes qui deviennent réduits, qui ont donc un stock d'électrons qu'ils vont pouvoir utiliser par la suite. Du coup, ce cycle de réaction qui se produit à l'intérieur de la matrice de la mitochondrie s'appelle le cycle de Krebs. Il permet de produire ici un NADH, ici un second, ici un autre NADH, plus ici un FAD qui devient FADH2, c'est un autre type de coenzyme, et un dernier NAD et NADH ici, ce qui fait au total 4 NADH de formés, plus un FADH2, plus
ici aussi la libération lors d'une réaction exergonique d'une molécule d'ATP. Étant donné que ça s'est fait avec un seul pyruvate et qu'un glucose libère 2 pyruvates, le bilan global avec un glucose, ce sera 8 NADH plus 2 FADH2 plus 2 ATP plus, on n'oubliera pas, les 2 NADH qui ont été faits lors de la glycolyse et les 2 ATP qui ont été libérés aussi lors de la glycolyse. Que se passe-t-il maintenant qu'on a mis ces électrons dans des coenzymes réduits? Pour comprendre, il faut regarder la structure d'une mitochondrie. On voit ici qu'il y a des types de membranes qui forment des replis. On parle de crêtes. En fait, si on regarde plus précisément encore, on voit qu'il y a une membrane externe lisse et une membrane interne très repliée qui du coup délimite entre elles deux un espace intermembranaire qui va être très important pour comprendre le fonctionnement de la mitochondrie. Faisons un zoom sur une petite partie ici de la membrane externe et interne de la mitochondrie. Ici, la membrane externe présente peu de protéines, alors qu'ici, au contraire, on voit une chaîne de protéines qui constitue la chaîne respiratoire. Ces protéines, ou des complexes protéiques, sont capables de prendre en charge les électrons amenés par les molécules de NADH. Du coup, on parle de NADH-Q réductase, mais on se fiche du nom. Le tout, c'est de comprendre que, comme le potentiel redox de NADH est très faible, on va pouvoir transmettre les électrons de façon spontanée à condition que les potentiels standards de chacun des complexes soient de plus en plus grands, c'est-à-dire vers des potentiels standards croissants. Et le dernier à accueillir les électrons sera la molécule de dioxygène qui a un potentiel très haut, puisqu'elle est à 0,8 à peu près volts. Du coup, entre le moins 0,32 et le 0,8, on a une différence de potentiel intéressante, et du coup, ces réactions de transfert d'électrons sont très exergoniques, elles libèrent beaucoup d'énergie. Cette énergie ne va pas être dissipée pour rien, mais va être utilisée, puisque là vous avez les différents potentiels d'électrodes des couples utilisés. À chaque une de ces petites réactions d'oxydoréduction permet de coupler chacune de ces réactions au pompage de protons à travers les complexes d'un côté ou de l'autre de la membrane interne de la mitochondrie. Du côté matrice, du coup, comme les protos sont pompés, le taux de H+ va être très faible. Et ici, le taux de H+ va être très élevé. On crée donc une différence de charge en mettant beaucoup de charge dans l'espace intermembranaire, mais aussi un gradient de protons qui libère une force qu'on appelle protomotrice, qui va enfin être utilisée par ce gros complexe protéique capable de former un canal permettant la fuite TH+ vers le milieu où ils sont le moins concentrés, et c'est couplé à une sphère qui catalyse l'addition d'un phosphate à une molécule d'adénosine diphosphate pour former un ATP. Du coup, c'est bien l'énergie du retour des protons vers la matrice de la mitochondrie qui est utilisée pour réaliser la synthèse d'ATP. Du coup, le bilan global de la respiration, c'est bien de fabriquer un maximum de coenzymes réduits pour transférer les électrons le long de la chaîne respiratoire de la mitochondrie. Le long de la circulation de ces électrons dans la chaîne respiratoire, autant de protons sont pompés vers le milieu intermembranaire et le retour de ces protons vers la matrice libère de l'énergie utilisée pour fabriquer de l'ATP. En bilan, on peut donc noter que le pyruvate entre dans la mitochondrie où il entrera dans le cycle de Krebs, un cycle d'oxydation répétée, libérant du CO2, donc un carbone très oxydé, qui permet à l'inverse la réduction de coenzymes FADH2 ou NADH. Ces coenzymes réduits vont alors apporter leurs électrons à des complexes d'oxydoréduction situés au sein de la membrane interne des mitochondries, formant la chaîne respiratoire.
Lors de la circulation de ces électrons dans une succession de réactions redox, le long de cette chaîne, différents complexes vont utiliser l'énergie libérée par ces réactions redox pour pomper des ions H+ vers l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Le taux d'H+ y est alors beaucoup plus élevé qu'à l'intérieur du stroma ou de la matrice de la mitochondrie, ce qui génère une force chimio-osmotique capable d'entraîner la formation d'un ATP grâce à l'enzyme membranaire ATP synthase, en parallèle donc du retour des H+ dans la matrice ou dans le stroma. C'est le même principe qui est utilisé dans la phase lumineuse de la photosynthèse. Pour produire de l'ATP, les H+ sont expulsés lors de la chaîne d'oxydoréduction entre les deux photosystèmes. Vous vous rappelez qu'il y avait deux photosystèmes qui étaient couplés et une descente des électrons selon les potentiels d'électrodes standards d'une façon exergonique. Et lors de cette cascade d'oxydoréduction, de la même façon, des protons vont être pompés de part et d'autre de la membrane du thylakoïde, entraînant un gradient de concentration, et on a la présence au niveau de la membrane des thylakoïdes de la même protéine ATP synthase capable de coupler le retour des protons dans le milieu le moins concentré avec la synthèse d'ATP. Maintenant, on peut aussi avoir des cellules qui n'ont pas accès au dioxygène qui est l'accepteur final de tous ces électrons en se transformant en H2O. Du coup, on parle non plus de respiration, mais là de fermentation qui se fait de façon anaérobie sans dioxygène. Si on plonge des levures avec du glucose dans une solution, on voit que la consommation d'O2 est régulière jusqu'à un certain seuil où le taux d'O2 est tellement faible qu'il reste stable. Les levures ont donc été en milieu oxygénique jusque-là et anaérobie ici. À partir du moment où le taux d'oxygène décroît, on voit la présence d'éthanol qui augmente. Il y a donc un produit de la fermentation qui est l'éthanol. C'est une fermentation alcoolique qui produit donc cet alcool, l'éthanol. On a une libération de CO2 qui est parallèle à la production d'éthanol. Voici le principe. En fait, le glucose utilisé pour la fermentation va d'abord subir la glycolyse, qui libère, comme à chaque glycolyse, 2 ATP et 2 pyruvates, ainsi que 2 coenzymes réduits NADH. Ce pyruvate va servir, non pas à entrer dans le cycle de Krebs, puisqu'il ne pourrait plus être oxydé en absence de dioxygène, mais il va réussir à oxyder notre NADH pour qu'il redevienne un NAD+, capable de réceptionner les électrons du glucose pour la synthèse de 2 ATP. Du coup, le bilan global de cette réaction, qui ici est une fermentation lactique qui produit uniquement 2 lactates, les NADH ne rentrent pas dans le bilan puisqu'ils sont recyclés, et on a donc en bilan net 2 ATP simplement, 2 ATP, 2 lactates. Au niveau d'une fermentation alcoolique, c'est à peu près la même chose, sauf que le pyruvate, avant d'oxyder le NADH, se transforme en libérant 2 CO2, 1 par chaque pyruvate, en 2 acétaldéhydes, et ensuite, pour oxyder le NADH, se transforme en éthanol. Du coup, le bilan, c'est le bilan uniquement de la glycolyse, 2 ATP, 2 NADH qui vont être reconvertis ensuite en NAD+, et 2 éthanols. Ce qui fait qu'on peut comparer le rendement énergétique des deux fermentations, lactique et alcoolique, qui commencent forcément, comme la respiration, par une glycolyse, libérant 2 NADH et 2 ATP, ainsi que 2 pyruvates. Ces 2 pyruvates, s'ils restent dans le cytoplasme, vont permettre d'oxyder le NADH en NAD+, pour qu'il puisse permettre de recommencer une autre glycolyse afin de libérer 2 ATP. Le bilan net, c'est donc 2 lactates, 2 ATP pour la fermentation lactique, et 2 éthanols et 2 CO2 plus 2 ATP pour la fermentation alcoolique. A l'inverse, lorsque le pyruvate rentre dans le cycle de Krebs et qu'il y a présence de dioxygène ici pour accepter les électrons, dans ce cas-là, le transfert des électrons va se faire par le cycle de Krebs vers des coenzymes réduits, des NADH et des FADH2. Ces NADH et ces FADH2 donnent leurs électrons à la chaîne respiratoire, ils sont donc réoxydés et vont pouvoir resservir au cycle. Et
cette chaîne respiratoire va alors donner ces électrons au dioxygène qui se transforme en eau. Tout ça, ça va permettre le passage dans l'espace intermembranaire de nombreux protons qui, lorsqu'ils vont revenir vers la matrice de la mitochondrie, vont être utilisés pour synthétiser 34 ATP. Les 34 ATP plus les 2 ATP du cycle de Krebs plus les 2 ATP de la glycolyse forment donc 38 ATP, qui est le bilan énergétique net de la respiration. Un glucose, en consommant 6 molécules de dioxygène, a formé 6 molécules d'eau, 6 molécules de CO2 et récupéré 38 ATP, à partir de 38 ADP plus PI. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire de cette fermentation et cette respiration. En milieu anaérobie sans dioxygène, certaines cellules sont capables de produire de l'ATP en se privant de la chaîne respiratoire oxydative de la mitochondrie, en utilisant les mécanismes de la fermentation cytosolique dans le cytoplasme. Pour oxyder les NADH produits lors de la glycolyse, il faudra alors dégrader le pyruvate en éthanol ou en acide lactique, qui sont des déchets encore à fort pouvoir énergétique. Les fermentations ont donc un bilan énergétique inférieur à la respiration anaérobie, mais ils peuvent se faire en milieu anaérobie, contrairement à la respiration.